Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'un des mystères les plus grands de l'histoire des États-Unis. Oui, rien que ça, vous allez voir, c'est extrêmement perturbant, je vous le garantis. Et avant de nous plonger dans cette affaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Retrouvez dans la description les liens d'Instagram où on discute tous ensemble, ainsi que celui de la chaîne Twitch. Maintenant que tout ceci est dit, ne perdons pas plus de temps et débutons notre récit. Pour cette affaire, direction la côte est des États-Unis et plus précisément la ville de Philadelphie, le 19 février 2005. Puisque c'est dans cette partie du pays que nous retrouvons Danielle Imbo, une jeune femme de 34 ans et mère de famille. Celle-ci est toutefois divorcée et élève son fils seul à Mount Laurel dans le New Jersey. Et le New Jersey, c'est l'endroit où elle a rencontré Richard Petron il y a presque 20 ans de cela désormais. Car tous deux ont grandi dans le même quartier, celui de Cherry Hill, et leurs deux familles sont extrêmement proches. En effet, Danielle Imbo est la meilleure amie de la sœur de Richard qui s'appelle Christine. Et la relation entre Danielle et Richard ne se cantonne pas à une simple amitié. L'année précédente, alors que Danielle s'est séparée de son mari, elle a entamé une relation intime avec Richard, alors âgé de 35 ans. Néanmoins, depuis quelque temps, Danielle avait souhaité mettre en pause cette relation pour se concentrer sur son travail et l'éducation de son fils. Et pour autant, les deux personnes n'ont pas coupé définitivement les ponts et continuent de se contacter par SMS. Et un soir, Danielle reçoit un message de Richard justement, l'invitant à sortir boire un verre. Cela fait plus d'un mois que Danielle n'a pas vu Richard, et malgré leur pause, elle est impatiente de le retrouver. Qui plus est, les circonstances sont favorables, puisque son fils se trouve actuellement chez son père, et elle a donc tout le week-end de libre. Il en est de même pour Richard, qui lui aussi a un enfant, une jeune fille de 14 ans, qui avait l'habitude de vivre avec lui depuis l'âge de 3 ans, et qui récemment a pris la décision d'aller habiter avec sa mère. Et si Danielle est aussi impatiente de retrouver Richard, c'est tout simplement parce que lorsque celle-ci lui a proposé cette pause, eh bien Richard l'a accepté et ne l'a pas oppressé en insistant pour se voir continuellement. Ceci a permis à Danielle de se ressourcer, de se concentrer sur son fils et son travail, et elle a particulièrement apprécié, et cela a aussi créé un vide chez elle qui avait réellement envie de retrouver Richard. Danielle va d'ailleurs entamer sa soirée avec une partie de la famille de Richard, puisqu'elle va dîner avec sa mère, la mère de Richard ainsi que la sœur, Christine, de ce dernier. Les quatre femmes entament ce début de soirée dans un restaurant de Philadelphie. Puis Christine dépose Danielle au Tape Room, un bar situé non loin de l'appartement de Richard. C'est ainsi que Danielle et Richard prennent un premier verre dans ce bar. Puis ils décident de se rendre dans un autre endroit appelé Abilene pour rejoindre un autre couple. Et avant de se diriger vers leur nouvelle destination, ils décident tout de même de contacter Christine, la sœur de Richard, pour savoir si elle souhaitait les rejoindre dans ce nouveau bar. Mais cette dernière va décliner l'offre, expliquant qu'elle est bien trop fatiguée ce soir-là. Malgré un samedi soir au temps hivernal et glacial, South Street, l'endroit où se trouve le bar Abilene, regorge de monde. Mais Richard a de la chance et il trouve une place de parking. La voiture ne se situe qu'à quelques pas du bar Abilene et le couple se dirige vers celui-ci bras dessus, bras dessous pour rejoindre leurs amis. Danielle et Richard, qui sont d'ailleurs décrits par Anthony, l'un des meilleurs amis de Richard que le couple vient de rejoindre, comme étant extrêmement heureux d'être ensemble. C'est d'ailleurs confirmé au cours de la soirée lorsque Richard et Danielle vont danser, puis s'asseoir à la table, écouter le groupe qui passe à l'intérieur du bar, et se tenir la main et s'embrasser comme un vrai petit couple. Il semble, au vu du déroulé de la soirée, que cette pause imposée par Danielle semble définitivement terminée. Aux alentours de 23h30, Danielle et Richard envisagent de quitter le bar, et Richard va expliquer à Anthony, son ami, qu'il est ravi d'avoir pu trouver une place de parking aussi proche de la Bilène. Notamment parce qu'à l'extérieur de l'établissement, les températures ont encore chuté et il fait extrêmement froid. À partir de ce moment, Richard va serrer dans ses bras ses amis, puis partir avec Danielle en direction de sa voiture. C'est ainsi qu'Anthony observe le couple s'éloigner du bar et rejoindre sa voiture. Le 20 février 2005, le lendemain de la soirée donc, John, le frère de Danielle, se rend au domicile de sa sœur aux alentours de 9h. Celui-ci en effet avait promis à sa sœur de venir en ce dimanche matin pour réparer les tringles des rideaux que son fils avait arrachés. Et il est surpris lorsqu'il toque à 9h du matin à la porte du domicile de ne pas obtenir de réponse. D'autant plus que quelques jours au préalable dans la semaine, celui-ci avait averti Daniel qu'il passerait pour cette réparation. John prend son téléphone portable et compose le numéro de Daniel,
et celui-ci n'obtient aucune tonalité et tombe directement sur sa boîte vocale. Pour avoir plus de renseignements, le frère de Daniel va appeler directement sa mère afin de savoir si elle a des informations sur l'endroit où pourrait se trouver sa sœur. Phyllis, la mère de Daniel, explique alors à John que cette dernière est sortie avec Richard et qu'elle a très certainement passé la nuit dans son appartement et qu'elle devrait revenir un peu plus tard. John, étant extrêmement proche de sa sœur, détenait une clé de l'appartement. Il l'utilise alors pour rentrer à l'intérieur et commencer les réparations des tringles à rideaux. Et lorsqu'il pénètre dans l'appartement, il remarque effectivement que tout est en place, le lit de Daniel est fait et qu'a priori, personne n'a dormi ici cette nuit. Par conséquent, et au vu d'une situation qui ne semble pas anormale, John a effectué les réparations et a quitté les lieux aux alentours de 11h. À 11h justement, Christine, qui est coiffeuse et qui est également la sœur de Richard, est surprise de ne pas avoir de nouvelles de Daniel, puisqu'elles avaient convenu d'un rendez-vous toutes les deux en ce dimanche. Il est à noter que Daniel était connue pour sa ponctualité, elle ne manquait quasiment aucun rendez-vous et était toujours à l'heure. Christine, à l'instar de John, va avoir le même réflexe. Elle va prendre son téléphone portable et appeler sur le numéro directement de Daniel. Mais une nouvelle fois, et tout comme John, elle va tomber sur une boîte vocale. Elle va alors décider d'appeler son frère, Richard, qui a passé la soirée avec Daniel. Mais là encore, l'appel tombe sur une boîte vocale. Christine appelle sa mère, Marge, pour glaner des informations sur la localisation de son frère ou de Daniel. Mais cette dernière n'a absolument aucune idée de l'endroit où il pourrait se situer, ni l'un ni l'autre. Marge engage plusieurs tentatives pour essayer de joindre son fils, mais elles sont toutes infructueuses. Cette dernière finit par s'inquiéter, d'autant plus que Richard lui avait confié qu'il avait invité plusieurs amis ce dimanche après-midi pour regarder une course à la télévision. Marge, commençant à s'inquiéter pour son fils, demande à Christine, sa sœur, de se rendre à son domicile pour voir ce qu'il se trame. Cette dernière s'exécute et lorsqu'elle se trouve devant la porte de l'appartement, elle toque et n'obtient aucune réponse. En revanche, elle entend le chien de Richard aboyer. Parallèlement, la mère de Richard appelle son amie Anthony puisqu'elle était au fait que celui-ci devait le rejoindre dans le bar à Billen. Mais les seules informations qu'Anthony est en capacité de transmettre à Marge, c'est qu'effectivement, il était en présence d'Anthony et de Daniel la nuit précédente et qu'il les a vus quitter le bar tous les deux et se rendre à leur voiture. Il précisera toutefois qu'au vu de la direction empruntée par la voiture à son départ, il avait la sensation que le couple se rendait chez Daniel. Cette curieuse affaire commence à travailler le moral des deux familles qui sont très proches. Marge, la mère de Richard, ainsi que Phyllis, la mère de Daniel, vont se tenir au courant des moindres informations dont elles disposent. La fin d'après-midi approchant, et l'absence de Richard et de Daniel persistant, l'inquiétude continue de grandir dans les familles, d'autant plus que John Imbo, l'ex-mari de Daniel, doit ramener son fils à 17h. L'inconvénient de cette visite est qu'a priori, Daniel ne sera pas présente à 17h, et cette dernière entretient une relation particulièrement tendue avec son ex. Par ailleurs, Joe Imbo n'apprécie absolument pas Richard, et il l'a déjà menacé par message, l'enjoignant de rester éloigné de Daniel. Et ceci est venu par conséquent envenimer la situation entre Daniel et Joe. C'est pour ces raisons que la famille de Daniel hésite à mettre au courant Joe de son absence. D'autre part, ils espèrent toujours que cette absence va se terminer et qu'il y a une justification rationnelle derrière tout ça. C'est ainsi que John, le frère de Daniel, va se rendre à son domicile pour attendre le père de l'enfant. Et lorsque celui-ci arrive, il est surpris de trouver John sur place et lui demande pourquoi est-ce que Daniel n'est pas là pour accueillir son fils. John lui indique que Daniel est sorti la veille avec Christine, la sœur de Richard, et qu'elle lui aurait demandé d'être présent à la maison pour accueillir son fils en attendant son retour. Joe acquiesce, ne pose pas plus de questions et laisse son fils à John, puis repart. Instantanément, après que ce dernier ait quitté les lieux, John saisit un téléphone et contacte la police. Le fils de Daniel était le centre de son univers, et pour rien au monde, elle n'aurait manqué son accueil. Sa sœur était également une personne très communicative auprès de sa famille, et elle donnait des nouvelles régulièrement. Le fait que son téléphone tombe directement sur la boîte vocale est particulièrement inquiétant pour lui. D'autant plus que ce téléphone restait allumé en permanence lorsque la mère était éloignée de son fils, comme c'était le cas ici. Et ce comportement est exactement similaire pour Richard, surtout le week-end où il n'avait pas sa fille et profitait donc de ces moments pour contacter l'ensemble de sa famille. Un signalement est donc réalisé auprès de la police de Philadelphie, mais les deux familles savent pertinemment que deux adultes disparus depuis moins de 24 heures ne déclencheront absolument aucune enquête. Ils entament alors leur propre recherche. C'est ainsi que John, le frère de Daniel, va rejoindre le père de Richard
pour essayer de retrouver une trace de la voiture noire de ce dernier. Ils vont dans un premier temps essayer de parcourir l'ensemble des rues du centre-ville de Philadelphie. Mais celui-ci étant si vaste, ils vont revenir sur leur position et se réorganiser. Ils décident d'un autre plan et poursuivent désormais les itinéraires possiblement empruntés par Richard et Daniel pour se rendre à leur domicile respectif. Ils vont parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres dans les moindres petites ruelles de Philadelphie à la recherche d'une trace de cette voiture noire. Ils vont même traverser l'ensemble des ponts qui relient Philadelphie au New Jersey pour essayer de détecter le moindre indice. Malheureusement, et après plus de 12 heures consécutives de recherche, ils ne trouvent absolument aucune trace de la voiture de Richard. En parallèle de ces recherches, Marge et Félix, les deux mamans déportées disparues, vont décrocher leur téléphone pour contacter tous les hôpitaux ainsi que les prisons de Philadelphie pour essayer d'obtenir un indice ou peut-être de retrouver leur fils et leur fille. Et voilà qu'après des dizaines de coups de téléphone, il n'y a absolument aucune information à se mettre sous la dent. Qui plus est, la police qui a enclenché des recherches, elle non plus, ne détient absolument rien. La police toujours indique dans ses rapports initiaux que la disparition de Richard et de Daniel ne semble pas être l'œuvre d'un acte criminel, mais elle garde l'esprit ouvert sur cette possibilité. Selon eux, la plus forte probabilité aurait été que Richard et Daniel aient décidé de s'éloigner quelques jours de leur famille et l'absence de traces de la voiture de Richard viendrait corroborer cette théorie. Car en effet, si le véhicule n'a toujours pas été retrouvé, cela signifie que Richard et Daniel sont toujours en train de rouler et de s'éloigner de Philadelphie pour s'isoler. Et cette explication, bien que plausible, ne convainc absolument pas les familles, et pour une bonne raison. Ni Richard ni Daniel n'auraient laissé leurs enfants derrière eux de la sorte. En outre, les deux personnes avaient un emploi stable et des familles soudées, et il n'y avait absolument aucune raison pour un départ précipité. Enfin, Richard n'aurait jamais laissé son chien seul chez lui, sans nourriture ni eau, ce qui était le cas dans l'appartement lorsqu'ils sont entrés. Et donc, à l'inverse des pensées de la police, celle des familles est qu'un acte criminel a été commis. Les explications de la police faisant craindre aux familles que les autorités ne prennent pas au sérieux l'affaire des deux disparus, les familles s'organisent elles-mêmes pour créer des recherches plus grandes. De nombreux membres de la famille passent à nouveau au peigne fin South Street à la recherche du moindre indice. Ils vont également distribuer des affiches dans les restaurants, le centre-ville et à la sortie des événements sportifs. Ils vont partir fouiller des dizaines de parkings, de garages, l'aéroport de Philadelphie ainsi que les gares pour trouver une quelconque trace du véhicule de Richard. Et il n'y a pas la moindre information à se mettre sous la dent. Ils élargissent alors les recherches et distribuent des affiches à l'extérieur de la ville de Philadelphie. Les deux familles, à elles seules, vont couvrir une zone de 160 km de rayon avec ces recherches. Il y aura bien des contacts envers la police pour un début de piste, mais rien de sérieux ne sera trouvé. Le fleuve du Delaware sera fouillé avec des plongeurs et des hélicoptères au cas où Rich serait tombé avec le véhicule à l'intérieur. Mais il n'y a aucune trace de cette voiture non plus. Des examens financiers du compte des deux personnes vont être engagés pour voir s'il y a des dépenses réalisées a posteriori ou s'il y a des dettes qui auraient pu créer des problèmes à l'un des deux. Mais les deux comptes bancaires, tant celui de Rich que celui de Daniel, sont blancs comme neige. Et aucun mouvement non plus n'a été enregistré depuis la nuit de leur disparition. Les enquêteurs se penchent de plus en plus sur cette mystérieuse disparition et vont récupérer les images de vidéosurveillance des différents distributeurs de billets de la ville. Même si aucun retrait n'a été effectué ni par Daniel ni par Richard postérieurement à cette disparition, ils espèrent en réalité voir au second plan peut-être le véhicule de Richard. Ils vont également récupérer l'ensemble des images de vidéosurveillance de tous les ponts de la ville de Philadelphie, car si le couple avait décidé de se rendre chez Richard, ils auraient dû emprunter l'un de ces ponts. Mais ils ne trouvent absolument rien. Cela fait désormais 1 mois que le couple a disparu, et les deux familles ont créé une récompense de 50 000 $ pour quiconque amènerait une information qui pourrait déboucher sur une piste. Une nouvelle fois, les détectives vont recevoir des appels et des tuyaux qui ne vont mener à rien. Et ceci va engendrer une distance entre les deux familles, puisque la famille de Richard considère désormais que leur fils est décédé et ils sont particulièrement pessimistes. A l'inverse, la famille de Daniel estime que comme les corps n'ont pas été retrouvés, il y a toujours un espoir qu'il soit vivant. Les deux familles vont se disputer régulièrement, et la famille de Daniel va insinuer que Richard avait des dettes de jeu, et que ces dettes ont conduit à un acte criminel qui a mêlé leur fille Daniel. Cette accusation semble sortir de nulle part, et la police va effectivement se pencher une nouvelle fois sur les comptes de Richard et approfondir encore plus,
Et a priori, il n'avait absolument aucune dette de jeu. Et en contrôlant les antécédents de Richard et de Daniel sur tous les plans, la police va une nouvelle fois annoncer qu'il n'y avait aucune raison qu'un des deux subisse un acte criminel, voire les deux. La famille de Richard, en revanche, elle, explique que Joe Imbo pourrait être la personne impliquée dans cette disparition. En effet, Joe détestait littéralement Richard qui sortait avec son ex-femme. Et des menaces ont effectivement été proférées à l'encontre de Richard de la part de Joe. Mais ni la police ni le FBI n'arrivent à prouver ce fait, et notamment parce qu'ils ont interrogé plusieurs fois Joe Imbo, que ce soit la police ou le FBI, et celui-ci a un alibi en béton, il se trouvait à une fête de famille dans le New Jersey. Son beau-père, un officier de la police de New York à la retraite, ainsi que des collègues toujours actifs, confirme que Joe était bien présent à cette soirée. Il n'y a absolument aucune piste dans cette affaire, le brouillard est l'un des plus épais et la police le reconnaît elle-même, elle n'a absolument aucune idée de ce qui a pu se passer. Ce qui est intriguant par ailleurs, c'est que South Street, souvenez-vous, est une rue particulièrement bondée un samedi soir, et qu'après le départ de Richard et Daniel, personne ne les a vus, il n'y a absolument aucun témoin. Aucun mouvement financier, aucune utilisation des cartes de crédit, aucune présence sur des vidéosurveillances. L'affaire est juste dingue. Et l'acte criminel, qui était en premier lieu écarté par la police, revient sur le devant de la scène avec le FBI. Car selon les fédéraux, Daniel et Richard ont effectivement été victimes d'un acte criminel. Mais pas un acte criminel aléatoire, un acte ciblé. Et selon eux, il est très peu probable que l'on retrouve un jour une trace soit de Richard, soit de Daniel, et même de la voiture. Le FBI estime que Daniel et Richard ont été victimes d'un tueur professionnel qui a été commandité par une personne. Ils estiment aussi que cet acte n'est pas connu d'une seule personne, il y a plusieurs individus mouillés dans cette affaire. Et bien que Joe Imbo, l'ex-mari de Daniel, ne puisse pas être considéré comme un suspect, le FBI garde un œil sur lui parce qu'il considère qu'il a très bien pu commanditer ce meurtre comme il le pense. Et là on se décale dans l'imaginaire et les hypothèses, mais Joe Imbo semble avoir des relations profondes avec la police de New York. Est-ce qu'il y aurait une couverture et possiblement un acte criminel commandité? Cela ne paraît pas impossible. D'autant plus que le FBI ne place pas des personnes dans son collimateur sans raison. Et si Joe Imbo s'y trouve, c'est qu'il y a certainement des éléments pas suffisants pour l'arrêter, mais des éléments tout de même présents pour le laisser suggérer. Et certainement le fait que ni Richard ni Daniel aient d'antécédents avec qui que ce soit et de raison d'être ciblés réoriente les suspicions vers Joe Imbo de la part du FBI. Néanmoins, n'oublions pas que celui-ci reste présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et il dispose tout de même d'un alibi extrêmement solide. En tous les cas, je suis vraiment curieux de vous lire, donnez-moi votre hypothèse en commentaire et peut-être que parmi vous, il y en a qui font partie des forces de l'ordre. Avez-vous déjà connu une disparition aussi soudaine et brutale et une évaporation aussi incroyable? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous éclairer dans les commentaires. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, un mystère absolument dingue. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.